Il est 15 heures, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information de la rédaction. Voici les principaux faits qui vous seront développés. Le président de la République a assisté aujourd'hui donc à la clôture du forum des intellectuels somaliens à Djibouti. C'était ce matin au Palais du Peuple. Et l'ONU appelle la communauté internationale à soutenir la Somalie. Merci à vous de nous rejoindre. Après 2 jours d'intenses travaux au Palais du Peuple, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a clôturé ce matin le forum des intellectuels somaliens. Et ce forum donc organisé conjointement par l'Institut des études diplomatiques et stratégiques du CERD et la Fondation Heritage Institute de la Somalie avait regroupé l'ensemble des intellectuels somaliens vivant de par le monde. Alors, Samatar Saïd, alors qu'est-ce que l'on peut retenir de ce forum de 2 jours et qui a vu aujourd'hui la participation du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh? Oui, Ahmed, bonjour à vous. Durant les travaux, les participants se sont penchés, Ahmed, sur la situation de la communauté somalienne et les différentes thématiques permettant d'apporter une réponse positive aux multiples problèmes et défis qui se posent à l'ensemble de la communauté somalie. À son arrivée, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et le ministre de la Culture, M. Moumin Hassan, et les organisations. L'ensemble du gouvernement djiboutien et les officiels somaliens, ainsi que les intellectuels somaliens venus de divers horizons de la Corne d'Afrique et de la diaspora, ont participé à la cérémonie de clôture du forum dont les travaux ont duré 2 jours au Palais du Peuple. La porte-parole des intellectuels somaliens a remercié le président de la République pour tous les efforts abordés en faveur de la restauration de l'État de la Somalie. Elle a précisé que le président a été l'initiative de la conférence de paix somalien d'Arta qui a permis de jeter les bases d'une institution de l'État somalien à son retour au sein de la communauté internationale. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Donc nous avons vu l'ensemble du gouvernement et les intellectuels somaliens donc qui ont clôturé aujourd'hui aux côtés du chef de l'État le premier forum donc un des intellectuels somaliens, une première conférence, la première du genre qui a été organisée en République de Djibouti. Et le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, avait regagné hier en début de soirée la capitale au terme de sa visite officielle de 2 jours en Turquie. La deuxième étape de sa visite, il l'a consacrée à la prestigieuse université donc turque Yıldırım Beyazıt, où il a reçu le diplôme d'honoris causa en reconnaissance de ses efforts continus pour le développement de Djibouti. Cette université accueille des étudiants djiboutiens, dont des médecins qui se spécialisent dans certains domaines, en cardiologie notamment. Cette université donc joue un rôle majeur dans le système éducatif turc et porte le nom d'un des plus grands sultans de l'histoire de l'Empire ottoman, Yıldırım Beyazıt. Le sultan Yıldırım avait étendu considérablement la frontière de l'Empire ottoman en Anatolie et dans les Balkans. Plus de 520 étudiants djiboutiens poursuivent les études en Turquie, dont 13 dans cette université Yıldırım Beyazıt et 3 docteurs qui se spécialisent en pédiatrie et en cardiologie. Et le président de la République donc a reçu le diplôme d'honoris causa des mains du recteur de l'université Yıldırım Beyazıt, en présence bien sûr de tous les doyens et professeurs et les élèves de cette université. Sayın Cumhurbaşkanı Kıymetli Başkanımız Sayın İsmail Ömer Guelleh'e hediye takdim yapılacak. Diğerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Metin Doğan takdim edecek. Üniversitesi'nin tablosu
Et dans une importante allocution prononcée à cette occasion, le président de la République a remercié le gouvernement et l'université turque de l'avoir attribué donc cette distinction honorifique. Le numéro 1 djiboutien a indiqué qu'il accorde une grande attention à la coopération scientifique et universitaire avec la Turquie et a formulé l'espoir de voir les rapports et les échanges entre l'université Yildirim Beyazit et l'université de Djibouti se consolider davantage. Pour moi, cette reconnaissance est une source de motivation pour continuer dans la mission que je me suis assignée, à savoir le développement de Djibouti, a affirmé le président Guelleh. Je vous propose de le suivre. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les professeurs, chers étudiants, vous m'avez fait le très grand honneur de me conférer aujourd'hui le titre docteur honoris causa de votre prestigieuse université. J'accepte cette distinction avec humilité et émotion et je vous remercie de tout cœur ainsi que tous vos collaborateurs pour l'accueil si chaleureux et convivial dont je suis l'objet ici. Je suis d'autant plus sensible à cet hommage et à cette distinction lorsque je sais les personnalités politiques prestigieuses qui m'ont précédé sur cette chaise. Je pense notamment à notre frère, le président de la République, son Excellence Recep Tayyip Erdogan. Vous avez, monsieur le recteur, évoqué tout à l'heure certains de mes engagements et de mes actions. J'ai été très sensible à vos paroles et vous en remercie infiniment. Pour moi, cette reconnaissance est une source de motivation pour continuer dans la mission que je me suis assignée, à savoir le développement de Djibouti. C'est cette conviction profonde qui m'a conduit à admettre que la quête du progrès est une longue marche. Elle peut ralentir, parfois même stagner, mais sur le long terme, le progrès symbolise l'horizon. Une nation ne peut pas renoncer au progrès et c'est la raison de mon engagement. Cet horizon nécessite certaines libertés dans le choix de ses amitiés et de ses partenariats, car dans la recherche du progrès, il n'y a pas qu'un seul chemin, une seule direction, et les résultats ne peuvent qu'être meilleurs, surtout lorsque s'ajoute à ce choix une histoire commune et une amitié séculaire. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les professeurs, votre université porte le nom d'un des plus grands sultans de l'histoire de l'Empire ottoman, Yildirim Beyazit, connu pour son courage et sa vision. Pendant son règne, le sultan Yildirim avait étendu considérablement les frontières de l'État ottoman en Anatolie et dans les Balkans. Yildirim Beyazit fut un grand précurseur et reste celui qui a unifié les provinces anatoliennes et a permis à l'Empire d'atteindre une nouvelle ère. Ce n'est donc pas étonnant que votre université, monsieur le recteur, joue un rôle majeur dans le système éducatif turc. Je suis conscient des sacrifices consentis par les enseignants, les familles et l'État pour avoir cette formation d'excellence. Ce sont des contraintes qu'il faut à tout prix préserver parce que lorsque l'éducation et la culture sont remis en cause, la régression et l'ignorance peuvent hélas trouver leur place. Je suis heureux de constater que notre partenariat avec les universités turques se renforce année après année. Nous avons aujourd'hui 520 étudiants djiboutiens dans 21 villes turques. Dans l'université de Yildirim Beyazit, vous formez 13 étudiants, dont 3 docteurs expérimentés qui se spécialisent en pédiatrie et en cardiologie. Je sais qu'il existe déjà
une convention globale de partenariat entre le Haut Conseil de l'enseignement supérieur turc et le ministère de l'enseignement supérieur de Djibouti. Je me réjouis de ce partenariat car ce que vous faites ici, si bien ici, correspond exactement à la vision que j'ai de doter mon pays des ressources humaines performantes en vue d'accélérer sa marche vers le développement et la prospérité. J'accorde personnellement une grande attention à la coopération scientifique et universitaire et formule l'espoir de voir les rapports entre l'université Yildirim Beyazit et l'université de Djibouti se consolider davantage et se diversifier. Je remercie enfin la Turquie et son système d'enseignement qui accueille nos étudiants dans des cadres aussi performants et modernes. Je ne saurais conclure mon allocution sans réitérer mes vifs remerciements à tous ceux qui sont présents ici et qui œuvrent à la pérennité de l'amitié entre la Turquie et Djibouti. Sur ces mots, je vous remercie encore une fois pour l'honneur qui m'est fait aujourd'hui. Vive la coopération et l'amitié et les relations entre nos deux pays. Je vous remercie. Et le président de la République, donc, on le rappelle, a rejoint donc la capitale djiboutienne hier en début de soirée, après 48 heures passées donc en Turquie à l'invitation de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Et dans le reste de l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille, en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, ont procédé hier au lancement d'une exposition vente des produits artisanaux. Cette expo-vente donc a eu lieu dans l'espace libre dédié à la détente du public et situé en face des banques commerciales. Placée donc sous le haut patronage de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, l'événement a attiré à son ouverture plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, des diplomates, des hommes d'affaires, des officiers supérieurs, des forces armées et de leurs homologues et des forces étrangères déployées au pays. L'initiative donc est opportune, elle s'inscrit dans le cadre des festivités du quarantenaire de notre pays. Elle est en soi une manifestation promotionnelle à la cause donc des femmes, et ce, faut-il préciser, à travers l'artisanat. C'est pourquoi le jardin public de la place de l'Indépendance a été transformé en un dédale de stands d'exposition de production artisanale. Les exposantes étaient non rien donc laissées au hasard pour étaler leur savoir-faire auprès des visiteurs et sont parvenus à garnir les stands. La diversité donc et la qualité des produits exposés reflètent une réelle volonté d'émancipation et d'une prise en charge pour devenir autonome financièrement. Les exposantes viennent autant de la capitale que des régions de l'intérieur. Un vibrant hommage donc a été rendu à la première dame pour son engagement en faveur de ses consoeurs pour une amélioration de la condition féminine. Les organisations non gouvernementales qui coopèrent avec l'UNFD ont su prendre en considération la dimension du genre dans tous les projets de développement. Et la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a procédé donc à la coupure du ruban inaugural. Elle a ensuite montré l'exemple en achetant un nombre important d'articles et produits proposés à la vente. L'événement a eu lieu donc à l'approche des fêtes de fin d'année où l'on s'apprête à accueillir 2018. Également dans l'actualité aujourd'hui dans la matinée, donc le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Amri, accompagné donc d'une forte délégation de son ministère, a effectué une visite à l'inspection donc du travail et des lois sociales totalement rénovées et réhabilitées dans le cadre du processus de la réforme de l'administration.
En effet, l'inspection du travail, institution régalienne créée en 1947, a connu plusieurs mutations institutionnelles durant son histoire et étant jadis un service faisant partie de la direction du travail, l'inspection du travail a toujours défendu, conformément aux dispositions juridiques, la cause des travailleurs souvent vulnérables aux abus des employeurs. Avec le développement économique, l'inspection devient un partenaire incontournable de la gouvernance du marché du travail à Djibouti et de ce fait, elle devient une direction à part entière suite à la promulgation de la loi numéro 107 portant organisation du ministère de l'Emploi, de l'Insertion et de la Formation professionnelle. Une direction qui a pour mission, entre autres, donc d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et de veiller à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions de la législation du travail, de porter à l'attention de l'autorité compétente donc les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et enfin de viser les contrats de travail, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Par ailleurs, et avec les grands chantiers de port et le développement exponentiel donc des régions, l'inspection du travail et des lois sociales est plus que jamais déterminée à installer donc les services en cette année 2018 dans les régions de l'intérieur. Et pour plus de précisions concernant donc la réhabilitation des locaux de l'inspection du travail, écoutons les explications du ministre du Travail, Hassan Idriss Samri. L'objet aujourd'hui de notre visite, c'est d'abord la rénovation des locaux d'une manière générale, mais également la redynamisation du statut des inspecteurs. Donc nous avons également prévu des formations qui seront décernées aux inspecteurs et aux contrôleurs afin qu'ils puissent mieux répondre aux besoins du marché. Ceci permettra à mieux contrôler les entreprises et à réguler le marché du travail. Nous avons également l'intention de revaloriser leur statut. Donc pour encourager les inspecteurs et les contrôleurs, nous avons redynamisé leur statut en leur proposant une augmentation des salaires. Nous avons également implanté dans les régions de l'intérieur, à savoir Ali-Sevier et Tadjoura, des antennes d'inspection de travail, et ceci pour permettre aux plaignants une proximité de l'administration, conformément à la feuille de route du chef de l'État, qui insiste surtout sur la décentralisation et afin également d'accompagner mon collègue dans la décentralisation. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, accompagné de son collègue donc du ministère du Commerce, Hassan Hamad Ibrahim, et d'une forte délégation de hauts cadres et responsables du département de l'Éducation, a entrepris donc hier, mercredi, une tournée marathon dans la région du Dikil pour inspecter les établissements scolaires, qu'il s'agisse de ceux construits dans le chef-lieu ou dans les localités. La délégation ministérielle a été chaleureusement accueillie partout où elle se rendait. Le préfet et le président du conseil régional, donc respectivement Mohamed Cheikh Hassan et Abdelrahman Younis Arré, ainsi que des députés de la région, ont donc tenu à suivre les périples de cette délégation. La localité de Mouloud a constitué la première étape de cette importante tournée. La délégation ministérielle a ensuite visité successivement 5 autres établissements scolaires, ceux de Dadahalou, Abaïtou, Gorabous, Hallé et enfin Yoboki. Les ministres et la délégation ont engagé une large discussion avec les enseignants et les responsables des établissements, mais aussi avec les parents d'élèves et les notables de chaque localité. Les échanges ont permis de ratisser large sur l'ensemble des questions touchant le fonctionnement donc de l'école, à commencer par l'état des infrastructures et des équipements scolaires, le fonctionnement pédagogique de l'école, mais aussi du suivi de la scolarité des élèves et des difficultés rencontrées. Et dans une intervention, le ministre de l'Éducation nationale a été donc d'une attention toute particulière face aux récriminations et aux doléances des parents d'élèves et des OCAL de chaque localité, puis il a apporté des réponses et des garanties à toutes les requêtes et les sollicitations formulées. Il a par ailleurs rappelé les impératifs d'une bonne scolarisation, la première étant d'obliger les parents à autoriser les enfants d'aller en classe, et peu importe qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille. Aller à l'école et poursuivre un cursus scolaire jusqu'à 16 ans est un engagement fort du chef de l'État, a-t-il indiqué. L'enseignement devant être en outre de bonne qualité, a-t-il poursuivi. Je vous propose de l'écouter.
Alhamdoulilah, donc comme vous venez de voir, ce matin nous avons commencé la tournée dans les régions. Donc nous avons commencé par la région de Dekil. Et donc c'est la 3e école que nous allons donc visiter ce matin. Vous voyez que l'accueil est chaleureux et je remercie bien sûr en premier les préfets de la région et le président du conseil régional de Dekil par justement l'organisation de cet bel accueil de la délégation du ministère de l'Éducation nationale. En fait, si je suis venu ici, c'est avant tout c'est pour provoquer et voir l'état d'avancement des écoles sur le plan pédagogique, sur le plan administratif et surtout par rapport à la note que j'ai transmis au directeur d'école concernant bien sûr les objectifs, les résultats attendus pour chaque école et pour chaque région. Donc c'est pour vraiment un peu voir l'état d'avancement des projets d'école, de l'avancement de ces travaux. Et il est à présent l'heure de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous nous retrouvons juste après. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
Merci. Donc voilà, c'était l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre édition. Le centre d'autonomisation des femmes de Balbala a accueilli un atelier de sensibilisation sur l'hygiène, le traitement et l'assainissement des eaux usées. Cet atelier a été conjointement organisé par l'UNFD, l'ONEAD et la mairie de Djibouti. L'atelier avait pour objectif de sensibiliser des leaders communautaires des quartiers de Balbala sur l'hygiène, la propreté et le non-déversement des eaux utilisées n'importe où. Le représentant de l'ONEAD a fait une présentation sur la situation de l'assainissement et les actions entreprises. Un projet de mise en place d'un nouveau réseau de collecte des eaux usées a été lancé par l'ONEAD et va résoudre la situation d'urgence sanitaire et environnementale liée aux eaux usées des lotissements de Balbala ruisselant dans les quartiers. Le projet consiste à transférer les eaux usées vers la station d'épuration de Douda via une dizaine de collecteurs. L'eau, l'hygiène et l'assainissement sont interdépendants et sont indispensables pour améliorer la santé des populations. L'atelier a vu la participation des représentants de l'ONEAD, de la mairie de Djibouti, de la secrétaire générale de l'UNFD qui gère le volet social du projet, Mme Fatouma Moussa et Fatouma Awal Ousmane, et plusieurs leaders communautaires des quartiers de Balbala concernés par le projet. Et enfin, page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Saïd Ismail Farah, survenu hier donc à son domicile. Le défunt, né en 1943 à Beyadé dans la région d'Ali Sabié. Le défunt donc était notable, très apprécié par ses pairs, et il était également l'oncle de notre collègue du service Somali, présentateur également de l'émission Wariyo Wano, Mustafa Hassan Ismail. En ces douloureuses circonstances, nous adressons nos sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt ainsi qu'à notre collègue Mustafa Hassan, et nous prions bien sûr le Très-Haut d'avoir pitié de l'âme du défunt et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles régionales et internationales avec Samatar Saïd toujours. Alors Samatar, la communauté internationale, a appelé donc à soutenir la Somalie dans sa reconstruction, aider la Somalie à se reconstruire et à lutter contre le terrorisme. C'est l'essentiel donc du message qui a été livré par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, qui était donc précédemment à Djibouti et qui a pu visiter les camps des réfugiés, notamment de Ali Adé et de Markazi à Obok. Et il est en visite à présent dans un nouveau camp en Somalie abritant des réfugiés rentrés d'exil à Kismayo au sud de la Somalie. Samatar. Oui Ahmed, rebonjour Ahmed. Le pays fait face depuis quelques 3 décennies Ahmed à des violences perpétrées par les milices Shebab et par des violences affrontements entre clans rivaux. Ces violences sont à l'origine d'un exode massif des Somaliens. Il y a actuellement plus de 2 millions de Somaliens déplacés et réfugiés vivant loin de leur domicile, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le nouveau camp de Kismayo abrite des logements pour 300 familles, un nouvel hôpital, un marché et une école. À Daba, au Kenya, par exemple, quelques 19 000 réfugiés somaliens vivant encore dans un camp des réfugiés et veulent retourner en Somalie. Mais la plupart évoquent des raisons sécuritaires pour justifier leur long séjour dans les camps des réfugiés. Il faut donc des solutions durables. Et la solution durable à un réfugié, c'est le rapatriement, surtout volontaire, dans son pays d'origine. La grande satisfaction pour le HCR, c'est de voir les jeunes mettre fin à leur statut de réfugiés en retournant dans leur pays où ils pourront contribuer à la reconstruction de leur pays, a déclaré Filippo Grandi. Filippo Grandi, invité ainsi la communauté internationale à s'impliquer dans le processus de reconstruction de la Somalie en renforçant l'appui dans la lutte contre le terrorisme et en soutenant le pays dans la relance de son économie. Et Donald Trump, Samatar, donc, a lancé hier une sévère mise en garde aux pays tentés de voter donc aujourd'hui à l'ONU une résolution condamnant la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme étant la capitale de l'État d'Israël. Il a menacé de couper les financements américains. Et oui Ahmed, après le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale de l'ONU vote aujourd'hui sur une résolution condamnant la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. Sur fond de vives menaces de Donald Trump contre ceux qui adopteront ce texte. Ils prennent des centaines de millions de dollars et même des milliards de dollars et ensuite ils votent contre nous, a tempêté le président américain à la veille du vote. Laissez le vote contre nous, nous économiserons beaucoup, cela nous est égal.
Enfin, le texte n'a pas été adopté, les États-Unis ayant utilisé leur veto de membres permanents à l'Assemblée générale des Nations Unies qui compte 193 membres. Aucun pays n'a de droit de veto sur les résolutions qui ne sont pas contraignantes. L'enjeu du scrutin résidera dans le nombre d'États qui approuveront la résolution. Merci Samatar, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous, le programme continue.